Bienvenue à JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous et savourez le récit d'aujourd'hui. C'était un lundi soir de fin septembre. Et à précisément 18h15, la sonnette de notre maison de Buckhead a retenti à travers le foyer de marbre. J'ai ouvert pour trouver mon cousin Bradley Morrison debout sur le porche, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre avec cette énergie nerveuse qu'il avait depuis l'enfance. Sa présence m'a semblé étrange car je rentrais rarement avant 20h les jours de semaine. Mon poste de directeur des ventes seniors chez Industrial Solutions Incorporated me tenait occupé avec les appels clients, les révisions de propositions et la gestion de territoire jusque tard dans la soirée. « Salut, Mike » dit Bradley, son sourire arrogant habituel remplacé par quelque chose de plus hésitant. « Je me suis dit que je passerais te voir pour savoir comment tu allais. » Bradley devait avoir oublié mon emploi du temps exigeant. Entre la gestion d'un territoire de plusieurs millions de dollars dans le sud-est, la coordination avec nos équipes d'ingénieurs et la pression constante pour atteindre les objectifs trimestriels, j'avais rarement du temps libre pendant les heures de travail. Je l'ai invité dans notre salon spacieux, avec ses meubles en cuir et ses fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la pelouse impeccablement entretenue dont ma femme Jennifer était si fière. J'ai attrapé 2 budweiser glacés dans le Sub-Zero de notre cuisine gastronomique, l'une des nombreuses améliorations coûteuses de Jennifer au fil des ans, et nous nous sommes installés dans les fauteuils inclinables surdimensionnés pour regarder le Monday Night Football. Bradley semblait inhabituellement déçu que Jennifer ne soit pas là. Il ne cessait de jeter des coups d'œil vers l'escalier menant à notre suite parentale, comme s'il s'attendait à la voir apparaître à tout moment. Vers 17h, Jennifer avait appelé ma ligne directe au bureau pour dire qu'elle s'arrêterait prendre un verre avec son équipe marketing après leur réunion d'évaluation trimestrielle. Industrial Marketing Solutions, où elle travaillait comme directrice artistique, avait pour tradition de célébrer les campagnes réussies au Georgian Terrace, dans le centre-ville. Elle sera prête pour un moment de qualité en rentrant, avait dit Jennifer avec ce ton sensuel qui faisait autrefois s'accélérer mon pouls. C'était quelque chose que j'espérais entendre depuis des semaines. La vérité était que cela faisait plus de 3 semaines que Jennifer et moi n'avions pas été vraiment intimes. Vraiment intimes. Pas seulement le baiser de bonne nuit superficiel ou le contact fortuit en nous croisant dans notre couloir en marbre. Elle semblait traverser une période particulièrement stressante au travail. Elle mentionnait constamment à quel point elle était épuisée par la campagne pour le Henderson Group, leur plus gros client. Chaque soir, c'était la même litanie d'excuses, trop fatiguée, des maux de tête persistants, ou des plaintes sur la façon dont le stress l'affectait physiquement. « Mon cou et mes épaules me tuent », disait-elle, en se frottant la base du crâne et mon dos. « Je crois que j'ai besoin de voir un chiropraticien. » J'avais proposé de lui faire des massages, suggéré une escapade d'un week-end à la montagne, et même proposé qu'elle prenne des congés, mais rien ne semblait aider. Et peu à peu, notre connexion physique s'était flétrie jusqu'à presque disparaître. Après avoir regardé 2 quarts-temps d'un match particulièrement brutal entre les Falcons et les Saints, Bradley a annoncé qu'il devait partir. Quelque chose à propos d'une réunion tôt le matin avec un investisseur potentiel pour sa dernière entreprise. Bradley était toujours à la poursuite d'un plan pour faire fortune ou d'un autre. Je l'ai accompagné à la porte d'entrée, passant devant le mur galerie de nos photos de mariage et de vacances de jours meilleurs. « Rentre prudemment », lui ai-je dit, remarquant la façon dont ses yeux s'attardaient sur la photo encadrée de Jennifer dans sa robe de mariée. Quand j'ai regardé l'horloge grand-mère ancienne dans notre foyer, un autre des goûts coûteux de Jennifer, il n'était que 20h. La soirée s'étendait devant moi avec un vide inhabituel. J'ai pris une autre bière et suis retourné à mon fauteuil inclinable en cuir, zappant les chaînes du forfait câble premium que Jennifer avait insisté pour que nous ayons. Plus tard ce soir-là, vers 22h30, je me suis assoupi dans le fauteuil inclinable. La combinaison de la bière, d'une longue journée de travail et du commentaire monotone de l'émission d'après-match m'avait détendu plus que d'habitude. Ce n'était pas quelque chose qui arrivait habituellement. Normalement, je suis plein d'énergie nerveuse après le travail, mais l'alcool et le silence confortable de notre maison avaient fait leur effet. Quand je me suis réveillé, la maison était sombre, à l'exception de la lueur du téléviseur en sourdine. À travers notre baie vitrée, je pouvais voir la Cura MDX argentée de Jennifer garée à sa place habituelle près du garage pour 3 voitures. Elle devait être rentrée pendant que je dormais. J'ai vérifié ma Rolex, il était presque minuit. Je me suis demandé pourquoi elle ne m'avait pas réveillé en rentrant. D'habitude, même fatiguée, Jennifer m'embrassait au moins pour me souhaiter bonne nuit et suggérait que nous montions ensemble. La maison semblait étrangement silencieuse, presque vide, et j'espérais que nous pourrions enfin nous reconnecter après des semaines d'occasions manquées.
Je suis monté à l'étage, passant devant les œuvres d'art coûteuses que Jennifer avait collectionnées et les fleurs fraîches qu'elle faisait livrer chaque semaine. Notre chambre principale était faiblement éclairée par la douce lueur de sa lampe de lecture de chevet. Jennifer était allongée sur son côté de notre lit king size, apparemment endormie sous les draps de coton égyptien qu'elle avait commandés spécialement dans une boutique de New York. Je me suis approché doucement, ne voulant pas la surprendre, et j'ai posé délicatement ma main sur son épaule. « Salut, ma belle », ai-je murmuré, me penchant pour lui embrasser le cou. Elle s'est agitée, s'est tournée légèrement, puis ses yeux se sont ouverts. Juste un instant, j'ai vu quelque chose dans son expression, un regard d'anticipation, d'accueil, de désir. Mais ensuite la reconnaissance est apparue, et son visage a complètement changé. « Oh, c'est toi » dit-elle. Sa voix portait un ton de déception si clair et si vif que cela m'a frappé comme un coup physique. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous comme un nuage toxique. En 5 ans de mariage, à travers les disputes, le stress et les hauts et les bas normaux de toute relation, Jennifer n'avait jamais eu un ton pareil. Il y avait quelque chose dans sa voix, non seulement de la fatigue ou de l'irritation, mais une véritable déception, comme si elle s'attendait à quelqu'un d'autre entièrement. Ma confusion s'est instantanément transformée en quelque chose de plus sombre et de plus corrosif. Qui diable attendais-tu ? La question est sortie plus dure que je ne l'avais voulu, mais quelque chose dans sa réaction avait déclenché toutes les insécurités que j'avais refoulées pendant des semaines. Jennifer s'est redressée rapidement, la chemise de nuit en soie qu'elle portait, que je ne reconnaissais pas, glissant de l'une de ses épaules. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Michael ?» J'étais juste désorienté par le sommeil. Tu m'as surprise, mais je pouvais l'entendre dans sa voix. Ce même ton dédaigneux qu'elle utilisait de plus en plus ces derniers temps. Le ton qui disait que je la dérangeais, que ma présence était indésirable, qu'elle avait mieux à faire que de s'occuper des besoins de son mari. Désorienté, ai-je répété, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Tu m'as regardé comme si j'étais la dernière personne sur terre que tu voulais voir. Ne sois pas ridicule, dit-elle, mais ses yeux ne voulaient pas croiser les miens. Je dormais. Je suis fatigué. J'ai eu une longue journée de travail et ensuite les verres avec l'équipe ont duré plus longtemps que prévu. Quelque chose dans sa façon de le dire, la fluidité rodée de l'explication, me serra l'estomac. Combien de fois avais-je entendu des variations de cette même histoire au cours des derniers mois? J'ai ramassé mes vêtements par terre, là où je les avais laissés plus tôt. Un pantalon kaki et une chemise de ville de ma journée de travail qui semblaient appartenir à une autre vie. Très bien, ai-je dit en enfilant mon pantalon. Je te laisse faire ta nuit de sommeil. Michael, ne sois pas comme ça. Mais j'étais déjà en route vers la porte. Mon esprit s'emballait avec des questions que je ne voulais pas poser et des possibilités que je ne voulais pas envisager. J'ai pris une bière fraîche dans la cuisine et je suis sorti sur notre patio arrière. Celui que Jennifer avait redessiné le printemps dernier avec de la pierre importée et des meubles d'extérieur sur mesure qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures. L'air frais de septembre m'a aidé à me vider la tête alors que j'étais assis sur l'une des chaises rembourrées, fixant le ciel nocturne clair. Les banlieues de Buckhead s'étendaient autour de moi dans une prospérité tranquille, manoir après manoir, rempli de professionnels prospères et de leurs familles. Tous vivant le rêve américain, ou du moins en ayant l'air. Combien de mes voisins étaient aux prises avec les mêmes doutes qui me rongeaient à cet instant? La réaction de Jennifer tournait en boucle dans mon esprit. « Oh, c'est toi. » Pas « Salut, mon amour. » Ni « Je me suis endormi. » Ni même « Tu m'as fait peur. » C'était le ton que quelqu'un pourrait employer s'il s'attendait à une toute autre personne et était déçu de celle qui se présentait. Pour la première fois. En 5 ans de mariage, je me suis sérieusement demandé si ces nuits tardives avec l'équipe marketing étaient vraiment ce qu'elle prétendait. Le doute me rongeait tandis que j'étais assis là, entouré des signes extérieurs de notre vie réussie, me demandant si j'étais paranoïaque ou si je voyais enfin clair. J'ai repensé aux 6 derniers mois, essayant d'identifier à quel moment les choses avaient commencé à changer. Jennifer avait toujours été ambitieuse, déterminée, concentrée sur son ascension professionnelle chez Industrial Marketing Solutions. Mais vers le début du printemps, son emploi du temps était devenu encore plus exigeant, plus de nuits tardives, plus de sessions de stratégie le week-end, plus de voyages d'affaires à des conférences dont je n'avais jamais entendu parler, et notre relation physique en avait souffert en conséquence. Ce qui avait été autrefois une connexion satisfaisante et passionnée s'était réduit à presque rien. Quand j'essayais d'initier l'intimité, Jennifer avait toujours une raison pour laquelle ce n'était pas le bon moment.
Je suis épuisé par la présentation de la campagne Peterson. Ma tête me fait mal. Je crois que c'est ce nouveau médicament. Je me suis claqué un muscle à la salle de sport, on remet ça à plus tard. Au début, j'avais fait preuve de compréhension. Le travail de Jennifer était exigeant, et elle avait été soumise à beaucoup de pression pour décrocher plusieurs comptes importants. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, et que notre chambre devenait à peine plus qu'un endroit où nous dormions de chaque côté d'un matelas de plus en plus vaste, j'avais commencé à me demander s'il n'y avait pas autre chose. J'avais même suggéré que nous consultions un conseiller conjugal, afin de résoudre ce qui causait cette distance entre nous. Jennifer avait ri, elle avait littéralement ri de ma suggestion. Nous n'avons pas besoin de thérapie, Michael. Nous devons juste traverser cette période chargée au travail et ensuite tout redeviendra normal. Mais plus rien ne semblait normal. Plus rien n'allait. J'ai fini ma bière et vérifié ma montre. Minuit 45. Je n'avais pas envie de remonter affronter d'autres rejets, d'autres signes d'indifférence de la part de Jennifer, et j'ai fait demi-tour. Au lieu de cela, j'ai décidé de rester en bas et d'essayer de me distraire avec la télévision. Je me suis dirigé vers notre salle de divertissement avec son écran plat de 75 pouces et son système de son surround, une autre des coûteuses améliorations de Jennifer de l'année dernière. J'avais l'intention de rattraper certains des programmes que j'avais enregistrés sur notre DVR. Mon horaire de travail me permettant rarement de regarder quoi que ce soit en direct. Alors que je faisais défiler notre longue liste de programmes enregistrés, j'ai remarqué quelque chose de particulier. Jennifer avait enregistré plusieurs émissions. Je ne l'avais jamais entendu parler de programmes de fin de soirée qui ne semblaient pas correspondre à ses intérêts habituels pour les émissions de cuisine et les documentaires sur les crimes réels. Lorsque j'ai sélectionné l'un de ces enregistrements pour le supprimer et libérer de l'espace, j'ai été surpris par ce que j'ai trouvé. Au lieu du programme télévisé attendu. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang et fait trembler les mains si violemment que j'ai failli laisser tomber la télécommande. Il y avait Jennifer dans notre chambre, dans notre maison sur notre lit avec Bradley, mon cousin Bradley, ma femme et mon cousin ensemble, intimes d'une manière qui montrait clairement que ce n'était ni la première, ni la deuxième, ni même la 10e fois. L'enregistrement semblait avoir été réalisé avec le téléphone de Jennifer, positionné avec soin pour capturer leur rencontre. Je pouvais voir leur visage clairement, percevoir la familiarité confortable dans leurs mouvements, la manière rodée dont ils interagissaient. Ce n'était pas une erreur ponctuelle, un moment de faiblesse, une erreur de jugement due à l'ivresse. C'était une liaison continue, menée dans ma maison, dans mon lit, et apparemment enregistrée comme une sorte de souvenir, bien que la façon dont elle s'était retrouvée mêlée à nos enregistrements télévisés habituels dépassait ma compréhension à ce moment-là. J'étais figé sur le fauteuil en cuir, regardant mon mariage s'effondrer sous mes yeux sur un écran que j'avais payé. Dans une maison dont j'avais hérité, dans une vie qui, apparemment, était un mensonge depuis plus longtemps que je ne pouvais supporter d'y penser. Comment a-t-elle pu me faire ça? Les mots sont sortis dans un souffle à peine audible. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Combien de fois? Combien d'autres personnes? Mon esprit s'emballait, passant en revue les implications. La visite de Bradley ce soir. Était-il venu chercher Jennifer? Avait-il prévu de se rencontrer pendant que j'étais censé travailler tard? Était-ce pour cela qu'elle avait emblé déçue lorsqu'elle avait réalisé que c'était moi dans notre chambre? L'enregistrement continuait, et je regardais avec une fascination horrifiée ma femme. La femme que j'avais juré d'aimer et de chérir pour le meilleur et pour le pire, trahissait chaque vœu que nous avions fait ensemble. La femme qui était trop fatiguée pour moi, qui avait des maux de tête et des maux de dos et des affections liées au stress qui nous empêchaient d'être intimes, ne semblait avoir aucun de ces problèmes avec mon cousin. Oh mon Dieu! La voix de Jennifer est venue de derrière moi. Piqué par la panique, je me suis retourné pour la voir debout dans l'embrasure de la porte de la salle de divertissement. Sa robe de soie serrée autour d'elle, son visage pâle de choc. Ses yeux étaient rivés sur l'écran où la preuve de sa trahison continuait de se dérouler. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, répéta-t-elle, sa voix montant à chaque répétition. Elle se précipita pour prendre son téléphone sur la table d'appoint et commença à composer avec des doigts tremblants. Réponds. Bon sang. Réponds, marmonna-t-elle dans le téléphone, faisant les 100 pas sur notre cher tapis persan. Après ce qui sembla une éternité, quelqu'un a apparemment décroché. Bradley, Michael a trouvé l'un de nos enregistrements. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé mélangé aux fichiers DVR habituels,
mais il est en train de le regarder. C'est exactement ce que je t'avais dit qui arriverait si nous continuions à faire ça. Donc, c'était l'idée de Bradley d'enregistrer leur rencontre. Et apparemment, il y avait eu un incident technique qui avait fait que le fichier avait été enregistré au mauvais endroit sur notre système DVR. Bradley, qui avait été chez moi ce soir-là, qui avait semblé déçu que Jennifer ne soit pas là, qui avait regardé nos photos de mariage avec ce que je réalisais maintenant n'être pas de l'admiration, mais du calcul. Je me suis levé lentement, mes jambes chancelantes, et je me suis dirigé vers elle. Elle a tressailli et a reculé tandis que je tendais calmement la main et lui prenais le téléphone. « Bradley » ai-je dit, ma voix étonnamment calme compte tenu de la rage qui montait en moi. « Je veux que tu saches que ton insouciance avec la technologie vient de détruire ta vie et la sienne. Tu ferais mieux de commencer à préparer tes explications au reste de la famille, car d'ici demain, tout le monde saura exactement le genre de personne que vous êtes tous les deux. » J'ai raccroché et j'ai regardé Jennifer. Son visage était strié de larmes et elle tremblait visiblement. « Grâce à l'incompétence technique de ton petit ami, ai-je dit, ma voix dégoulinante de mépris, j'ai maintenant la preuve de votre trahison systématique, conservée en haute définition sur notre système DVR familial. J'ai utilisé la télécommande du DVR pour sauvegarder l'enregistrement sur une clé USB que je gardais dans mon tiroir de bureau. La technologie avait rendu la conservation des preuves beaucoup plus facile qu'au cours des décennies précédentes. Tandis que le fichier se copiait, j'ai levé le petit appareil, regardant son indicateur LED clignoter. Toutes les preuves dont j'ai besoin sont là. Vous avez été assez prévenant pour tout documenter pour moi en haute définition. La voix de Jennifer tremblait alors qu'elle demandait « Qu'est-ce que tu vas faire, Michael ? Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Cela ne doit pas détruire notre mariage. » J'ai ri, mais il n'y avait aucune once d'humour. Seulement de l'amertume et de l'incrédulité. « Arranger ça, Jennifer ? Je viens de te voir avec mon cousin dans notre chambre. Comment comptes-tu exactement que nous arrangions ça ? » Ça ne signifiait rien, a-t-elle dit désespérément. C'était juste physique, juste pour lâcher la pression. Tu sais à quel point le travail a été exigeant et Bradley était là quand j'avais besoin de parler et les choses se sont juste produites. Les choses se sont juste produites, ai-je répété. Cet enregistrement suggère que les choses se sont juste produites de multiples fois avec un positionnement minutieux de la caméra. Ce n'est pas une erreur spontanée, Jennifer. C'est une liaison continue et calculée. Michael, s'il te plaît, écoute-moi. Non, l'interrompis-je, ma voix s'affermissant à chaque mot. J'en ai assez d'écouter tes mensonges. J'en ai assez d'accepter tes excuses. J'en ai assez d'être marié à quelqu'un qui, apparemment, trouve mon cousin plus attirant que son propre mari. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quand as-tu initié l'intimité avec moi pour la dernière fois, Jennifer? Quand m'as-tu regardé pour la dernière fois comme tu regardais Bradley sur cet enregistrement? Quand as-tu agi pour la dernière fois comme si tu voulais vraiment être marié avec moi? Elle n'eut aucune réponse, et son silence en dit plus que tous les mots n'auraient pu le faire. Fais tes valises et pars. Michael, s'il te plaît. Fais tes valises et pars avant que je ne perde complètement mon calme, dit-elle doucement. Elle me fixa longuement, espérant peut-être y déceler un signe que je pourrais céder, que tout cela n'était qu'un terrible cauchemar dont nous pourrions nous réveiller ensemble. Mais quoi qu'elle ait vu sur mon visage la convainquit du contraire. Jennifer quitta la pièce presque en courant, sa robe de soie flottant derrière elle comme de l'eau. Je l'entendis à l'étage s'activer frénétiquement, ouvrant tiroirs et placards, essayant probablement de déterminer quoi prendre et quoi laisser. Je rangeai la clé USB dans notre coffre-fort domestique, celui dont Jennifer n'avait pas la combinaison, puis je me rendis à la cuisine pour préparer du café. Malgré tout ce qui venait de se passer, je me sentais étrangement calme, presque clinique dans ma réflexion. Peut-être était-ce le choc, ou peut-être le soulagement de comprendre enfin pourquoi mon mariage avait échoué. Je m'assis à notre îlot de cuisine en granit avec un bloc-notes jaune et commençai à dresser la liste de tout ce que je devais faire le matin. Après 10 ans de vente, j'avais appris l'importance d'une action immédiate quand une affaire tourne mal. On ne reste pas à se lamenter sur son sort. On coupe ses pertes et on avance. Nous vivions en Géorgie, un État qui reconnaissait toujours l'adultère comme motif de divorce, et je disposais de preuves vidéo irréfutables. J'avais d'excellentes chances d'obtenir un règlement favorable. La maison avait été héritée de mes parents lorsqu'ils étaient décédés dans un accident de voiture il y a 3 ans, et heureusement, je n'avais jamais pris le temps d'ajouter le nom de Jennifer au titre de propriété. Elle l'avait mentionné plusieurs fois,
surtout après que nous ayons payé pour les coûteuses rénovations, mais j'avais continué à repousser les formalités. Maintenant, je comprenais pourquoi la procrastination pouvait parfois être une bénédiction. Pendant que je travaillais sur ma liste, j'entendis Jennifer descendre les escaliers avec ce qui ressemblait à plusieurs valises. La porte d'entrée s'ouvrit et se referma, puis j'entendis sa voiture démarrer dans l'allée. Je me demandais où elle pouvait bien aller à 2 heures du matin, à l'appartement de Bradley, probablement. Ou peut-être chez sa sœur, de l'autre côté de la ville. Honnêtement, je ne me souciais plus de l'endroit où elle allait, du moment que c'était loin de moi. Il me faudrait attendre l'ouverture des banques pour prendre les mesures de protection financière adéquates. Pour l'instant, je pris des notes détaillées sur les comptes qui nécessitaient une attention, les cartes de crédit à annuler et les biens à sécuriser. J'ai également consigné l'heure exacte de la découverte des preuves et les circonstances de cette découverte, au cas où ces détails deviendraient importants pour les procédures judiciaires. Quand j'eus fini ma planification, il était presque 3 heures du matin. Je me sentais étrangement satisfait, comme si j'avais accompli quelque chose d'important. Pour la première fois depuis des mois, j'avais agi de manière décisive au lieu d'espérer simplement que les choses s'amélioreraient d'elles-mêmes. Lorsque je me couchai enfin seul dans le lit king size qui ne serait plus jamais le même, je dormis plus profondément que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le réveil me tira du sommeil à 7 heures pile, comme tous les jours de semaine depuis 5 ans. Pendant un instant, dans cet espace flou entre le sommeil et l'éveil, j'avais presque oublié ce qui s'était passé la nuit précédente. Puis la réalité s'imposa de nouveau, et je sentis le poids familier de la trahison s'installer sur moi comme une lourde couverture. Mais sous la douleur et la colère, il y avait autre chose. Un sentiment de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des mois. J'avais du travail à faire, des problèmes à résoudre, une vie à reconstruire. J'avais passé des années à gérer avec succès des crises commerciales complexes. Ceci n'était qu'un autre type de crise qui exigeait la même approche systématique. À 7h45, j'étais douché, rasé, habillé de l'un de mes meilleurs costumes, et hors de la maison. Au lieu d'aller directement au bureau, je m'arrêtais au Flying Biscuit de Candley Park pour le petit déjeuner. Quelque chose pour lequel j'avais rarement le temps pendant mes matins habituellement pressés. Le confort familier du bacon, des œufs et d'un café noir fort me semblait un petit acte de bienveillance envers moi-même, une façon de retrouver une certaine normalité. Du restaurant, j'appelai mon bureau pour prévenir mon assistante Sarah que je serais en retard. « Votre femme a appelé pour vous », me dit Sarah Mitchell, sa voix adoptant ce ton professionnel efficace qui la rendait si précieuse dans son travail. Elle avait l'air contrariée et voulait que vous la rappeliez dès que possible. « Cela n'arrivera pas, dis-je, probablement plus sèchement que Sarah ne le méritait. J'expliquerai quand j'arrivera. » À 9 heures précises, à l'ouverture des portes de la banque, j'étais là à attendre. Je faisais affaire avec Saint-Rust depuis plus d'une décennie et ma gestionnaire de compte, Madame Patterson, me salua avec son sourire chaleureux habituel. « Michael, quel plaisir de vous voir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» J'expliquai que j'avais besoin de louer un nouveau coffre-fort à mon nom uniquement et d'y transférer le contenu du coffre auquel Jennifer avait accès. L'expression de Madame Patterson se fit plus sérieuse, car elle sentit que ce n'était pas une transaction de routine, mais elle conserva sa discrétion professionnelle et géra tout avec efficacité. J'effectuai également les virements financiers que j'avais prévus, déplaçant des fonds des comptes conjoints vers mes comptes personnels avec une documentation minutieuse de chaque transaction. Le contenu de notre coffre commun était principalement constitué de documents importants, de polices d'assurance, de copies d'actes de propriété, de quelques bijoux de Jennifer, et de quelques milliers de dollars en argent liquide d'urgence. Je transférais tout dans le nouveau coffre, en tenant un inventaire minutieux de chaque chose. Si cela devait se terminer au tribunal, je voulais des dossiers méticuleux. Mes affaires bancaires étant sécurisées, je me dirigeais vers le bureau. Industrial Solutions Incorporated occupait 3 étages d'une tour de bureaux étincelante dans le quartier de Midtown, au centre-ville d'Atlanta, et notre division était responsable de plus de 50 millions de dollars de revenus annuels. En traversant les couloirs familiers, devant les affiches de motivation et les tableaux de vente trimestriels, je ressentis un sentiment de retour à la terre ferme. Sarah m'attendait avec mes documents de briefing habituels du lundi matin et une expression préoccupée sur le visage. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en me tendant une pile de fiches de messages. « Vous aviez l'air bizarre au téléphone. » Sarah était mon assistante depuis presque 3 ans, et elle était exceptionnellement douée pour son travail. Elle était organisée, intelligente, discrète et avait une compréhension intuitive de la gestion des logistiques complexes de mon territoire. Elle était également séduisante,
cheveux auburn mi-longs, yeux verts et une silhouette qui n'était pas passée inaperçue auprès de plusieurs hommes de notre bureau, mais j'avais toujours maintenu des limites professionnelles strictes. J'étais marié, elle était mariée, et c'est tout. Jennifer et moi divorçons, dis-je simplement. S'il vous plaît, ne prenez plus ces messages et ne la passez pas si elle appelle. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent légèrement, mais elle hocha la tête sans demander de détails. Bien sûr, je suis désolé d'entendre ça, Michael. Richard veut vous voir dès que possible, ajouta-t-elle, jetant un coup d'œil vers le bureau d'angle de notre directeur régional. Richard Hamilton était mon patron depuis 6 ans, et nous avions développé une bonne relation de travail basée sur le respect mutuel et le succès partagé. C'était un homme grand, aux cheveux argentés, la cinquantaine, qui avait bâti notre division à partir de rien pour en faire l'une des plus rentables de l'entreprise. « Tu as choisi un sacré moment pour être en retard », dit Richard alors que j'entrais dans son bureau spacieux. « J'ai besoin de toi sur le prochain vol pour Chicago. Morrison Industries menace de rompre son contrat, et j'ai besoin que tu y ailles pour arranger les choses. Cela pourrait nous coûter un demi-million de revenus annuels si nous les perdons. » Morrison Industries avait été l'un de mes comptes les plus difficiles. 1M. Entreprise manufacturière de taille moyenne qui produisait des composants spécialisés pour l'industrie automobile. Elle était rentable mais exigeante, avec une équipe de direction qui semblait changer de fournisseur aussi souvent que la plupart des gens changent de chaussures. Ce n'est pas le bon moment pour moi de voyager, dis-je, m'asseyant en face du bureau en acajou de Richard. J'ai besoin de quelques jours pour régler quelques affaires personnelles. Je dois obtenir une ordonnance d'éloignement, changer les serrures de ma maison, rencontrer un avocat. Richard étudia attentivement mon visage. Il avait lui-même traversé un divorce houleux une dizaine d'années plus tôt, et je pouvais voir de la reconnaissance dans ses yeux. « Donne-moi les clés de ta maison, dit-il sans hésiter. Je m'occuperai du serrurier pendant ton absence, et appelle Bill Crawford. C'est l'avocat qui s'est occupé de mon divorce, et il a fait un excellent travail. Je l'appellerai moi-même et lui dirai de s'attendre à ton appel. » Richard ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une carte de visite. Crawford Hartwell Associates. Il est spécialisé dans les cas de divorce avec des biens importants et il est impitoyable quand il le faut. Je ne peux vraiment pas quitter la ville en ce moment. Écoute, Michael. M'interrompit Richard. Je comprends que tu traverses l'enfer en ce moment, mais tu as un excellent poste ici et tu es l'un de mes meilleurs éléments. Ne laisse pas tes problèmes personnels faire dérailler ta carrière. Va à Chicago, règle la situation Morrison, et laisse-moi m'occuper du front domestique. Crawford s'occupera de tes affaires légales. Et mon beau-frère est shérif adjoint. Je lui demanderai de surveiller ta maison pendant ton absence. Je ne pouvais pas refuser. Richard avait raison. J'avais un excellent travail qui rapportait énormément. Et je ne pouvais pas me permettre de laisser ma crise personnelle mettre en péril mon avenir professionnel, surtout pas maintenant que j'allais avoir besoin de chaque sou pour les frais d'avocat et pour recommencer ma vie en tant qu'homme célibataire. Sarah a réservé tes billets, continua Richard. Tu pourras les récupérer au comptoir Delta. Le vol part à 13h30. Sur le chemin de l'aéroport Hartsfield-Jackson, j'ai appelé le bureau de Crawford. Quand j'ai donné mon nom à la réceptionniste, elle m'a immédiatement mis en communication avec lui. L'influence de Richard pesait apparemment lourd dans le milieu juridique. William Crawford avait une voix grave et autoritaire qui inspirait immédiatement confiance. Je lui ai fait un bref résumé de ma situation, en soulignant que j'avais des preuves vidéo de l'adultère de ma femme. C'est inhabituel et très utile, dit Crawford. La plupart des affaires d'adultère reposent sur des preuves circonstancielles, des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel, des photos de détectives privés. De vraies preuves vidéo rendent les choses beaucoup plus simples d'un point de vue juridique. Il expliqua les bases du droit du divorce en Géorgie, le calendrier probable des procédures et l'importance de protéger mes biens immédiatement. Je lui ai donné mon numéro American Express pour garantir ses services et des honoraires d'avance. Je ferai déposer l'ordonnance d'éloignement cet après-midi, dit-il. La clé est d'établir immédiatement qu'elle n'est pas la bienvenue au domicile conjugal. Avec des preuves vidéo d'adultère, cela ne devrait pas être difficile. À l'aéroport, j'ai suivi la routine habituelle du contrôle de sécurité et me suis dirigé vers la porte d'embarquement. Le terminal Delta était bondé du mélange habituel de voyageurs d'affaires et de familles en vacances, mais je les ai à peine remarqués. Mon esprit était concentré sur la conversation que je devrais avoir avec l'équipe de direction de Morrison et les batailles juridiques qui m'attendaient à la maison.
Le vol pour Chicago m'a donné 3 heures pour réfléchir, pour planifier, pour essayer de comprendre comment ma vie avait été bouleversée en l'espace de 12 heures. Je ne cessais de rejouer les moments des derniers mois, cherchant les signes que j'aurais dû remarquer, les indices que j'aurais dû capter, les visites fréquentes de Bradley à notre maison, toujours quand j'étais censé travailler tard, l'intérêt soudain de Jennifer pour la lingerie coûteuse, des articles que je ne l'avais jamais vu porter devant moi, la façon dont elle avait commencé à poser son téléphone portable face cachée et à prendre ses appels dans d'autres pièces, son nouvel abonnement à la salle de sport, et l'amélioration spectaculaire de sa forme physique, que j'avais attribuée au soulagement du stress, mais que je réalisais maintenant qu'elle aurait pu avoir une motivation entièrement différente. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je pu faire une confiance si aveugle au point de manquer tous les signes avant-coureurs? La réunion avec Morrison Industries s'est en fait mieux passée que prévu. Leur principale préoccupation était le temps de réponse sur les problèmes de support technique, ce qui pouvait être facilement résolu par une réorganisation de nos protocoles de service. J'avais traité des problèmes bien plus complexes au cours de mes 10 années de ventes industrielles. En 2 heures, j'avais négocié une prolongation de contrat qui augmentait en fait leur engagement annuel de 15%. J'ai appelé Richard depuis les bureaux de Morrison pour lui annoncer la bonne nouvelle. « Excellent travail », dit Richard. « C'est pourquoi j'ai envoyé mon meilleur élément. Écoute, j'ai aussi de bonnes nouvelles du côté de la maison. Crawford a fait approuver ton ordonnance d'éloignement cet après-midi, et il la fera signifier à ta femme sur son lieu de travail demain matin. Le serrurier a déjà changé toutes tes serrures, porte d'entrée, porte arrière, garage, tout. Mon beau-frère, Tom, gardera un œil sur la maison jusqu'à ton retour. Pendant que j'étais à Chicago, j'ai passé des appels de courtoisie à 2 autres comptes importants de la région, transformant ce qui aurait pu être un voyage perdu en une opportunité de développement commercial productive. Cela faisait du bien de se concentrer sur quelque chose où j'étais bon, quelque chose que je pouvais contrôler et réussir. Au lieu de m'attarder sur les décombres de ma vie personnelle. Mon vol de retour a été retardé par le mauvais temps, et je n'ai atterri à Atlanta que vers minuit. Alors que je récupérais mes bagages et me dirigeais vers le parking, j'avais l'impression de revenir à une vie différente de celle que j'avais laissée 2 jours plus tôt. Alors que je garais ma voiture dans l'allée, j'ai remarqué une voiture de patrouille garée sur le trottoir. Un shérif adjoint s'approcha alors que je sortais de ma voiture. « Vous devez être Michael Thompson », dit-il en tendant la main. « Je suis le shérif adjoint Tom Hamilton, le beau-frère de Richard. J'ai gardé un œil sur les choses pendant votre absence. » Tom était un homme trapu d'une 40aine d'années, avec le genre de comportement calme et compétent que l'on attend d'un officier de police. Il me demanda de voir ma pièce d'identité, puis me tendit un trousseau avec plusieurs nouvelles clés. « Votre femme s'est présentée 2 fois pendant votre absence, a-t-il rapporté, hier vers 16h30 et de nouveau hier soir vers 21h. Elle s'est assez fâchée quand je ne l'ai pas laissée entrer dans la maison, exigeant de savoir qui j'étais et quel droit j'avais de la tenir à l'écart de sa propre maison. Quand elle a menacé d'appeler la police, je lui ai montré mon insigne et lui ai expliqué que j'étais la police. Je le remerciai pour sa vigilance et entrai. La maison semblait différente, d'une certaine manière plus calme, plus vide, mais aussi plus paisible. L'absence de la tension sous-jacente de Jennifer, de son insatisfaction constante à bas niveau, était presque palpable. Ma messagerie vocale était pleine de messages, mais j'étais épuisé. J'ai éteint mon téléphone et suis allé directement me coucher. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil étonnamment réparatrice, j'ai suivi ma routine habituelle, douche, rasage, café et un rapide coup d'œil à l'Atlanta Journal-Constitution. Ce n'est qu'une fois que j'étais complètement caféiné et habillé pour le travail que j'ai rallumé mon téléphone et écouté les messages vocaux. Les 12 venaient de Jennifer. Le contenu variait légèrement, mais le thème était cohérent. Appelle-moi avant de faire quoi que ce soit de stupide. Nous devons parler. Cela ne doit pas détruire notre mariage. Trop tard, pensai-je en me dirigeant vers le bureau. Sarah me salua avec son efficacité habituelle et une expression préoccupée. Votre femme a appelé plusieurs fois hier. Je lui ai dit que j'avais reçu l'ordre de ne pas la lui passer ni de prendre de message de sa part. Elle n'en était pas contente. Je me fiche qu'elle en soit contente ou non, répondis-je. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, Sarah, ajoutai-je, lui serrant brièvement la main avec gratitude, en maintenant des limites professionnelles appropriées, même en exprimant mon appréciation pour sa loyauté. Je suis là pour aider de toutes les manières possibles,
répondit-elle avec une chaleur qui semblait dépasser la courtoisie professionnelle. J'ai passé la matinée à informer Richard de la situation Morrison et à le remercier chaleureusement d'avoir géré le serrurier et les démarches légales. Puis j'ai appelé Crawford pour faire le point sur le DIV. Procédure de divorce. Les documents sont prêts à être déposés, rapporta Crawford. Je peux les signifier à votre femme cet après-midi si vous me donnez le feu vert. Faites-le, dis-je sans hésitation. Vers midi, Sarah apparut à l'entrée de mon bureau. Envie de déjeuner? Tu as l'air d'avoir besoin d'une pause et d'une oreille attentive. Nous sommes allés au Pont City Market, un marché gourmand branché dans un ancien bâtiment Sears reconverti, très prisé des professionnels du centre-ville. L'ambiance animée était réconfortante, comme une petite encre de normalité dans le chaos de ma vie en mutation. Nous avons trouvé une table tranquille près des fenêtres, à l'écart de la foule du déjeuner. Après que nous ayons commandé un bol méditerranéen pour Sarah et un sandwich barbecue pour moi, elle se pencha en avant avec une expression inquiète. « Comment tu tiens le coup, vraiment ?» demanda-t-elle. « Je veux dire, je sais que nous maintenons des limites professionnelles et tout ça, mais je travaille pour toi depuis 3 ans. Je peux dire quand quelque chose te ronge. » Je me suis retrouvé à m'ouvrir à elle d'une manière inattendue. Peut-être était-ce parce qu'elle avait été d'un tel soutien, ou peut-être était-ce simplement le soulagement de parler à quelqu'un qui n'était pas impliqué dans la situation. Mon frère aîné a traversé un divorce difficile il y a environ 5 ans, dit Sarah. J'ai vu à quel point le début peut être difficile, surtout quand il y a eu infidélité. Avoir quelqu'un à qui parler et qui n'est pas émotionnellement impliqué peut vraiment aider. Tu postules pour le poste de conseillère non rémunérée? Demandai-je avec un léger sourire, le premier sourire authentique que j'avais réussi à afficher depuis des jours. Il faut bien que quelqu'un te remonte le moral, répondit-elle. Qui mieux que moi? Il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de solidaire mais de professionnel qui me la fit apprécier encore plus en tant que collègue et ami. C'est très gentil de ta part, dis-je. Sarah plongea la main dans son sac et en sortit un morceau de papier plié. La tentative du jour pour te remonter le moral, dit-elle en le faisant glisser sur la table. Je dépliai le papier pour découvrir une liste de 7 noms de femmes, tous écrits de la main soignée de Sarah. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Une liste de femmes célibataires dans notre entreprise que j'ai entendu exprimer de l'intérêt pour toi au fil des ans. J'ai pensé qu'une fois ta situation réglée, tu voudrais peut-être savoir qui est disponible. Je fixai la liste, reconnaissant la plupart des noms. Il y avait Elizabeth Ferguson de notre département comptabilité, une rousse saisissante que j'avais toujours trouvée attirante, Maria Santos des ressources humaines, Lisa Chen du département marketing, et plusieurs autres de différentes divisions de l'entreprise. Tu es en train de me dire que toutes ces femmes seraient intéressées par moi. Je les ai entendues faire des commentaires au cours des 2 dernières années. Les femmes parlent, Michael. Nous remarquons des choses chez les hommes avec qui nous travaillons. Je regardai la liste à nouveau, me concentrant sur le nom d'Elisabeth. Je pensais qu'Elisabeth était fiancée. Mariage annulé le mois dernier. Elle a surpris son fiancé en train de la tromper avec sa demoiselle d'honneur. Et oui, elle a mentionné qu'elle te trouvait attirant et professionnel. L'idée que des femmes attirantes et accomplies s'étaient intéressées à moi alors que je luttais pour maintenir l'intimité avec ma propre femme était à la fois flatteuse et profondément ironique. C'est une recherche assez approfondie, dis-je, en essayant de garder un ton léger. Devrais-je demander comment tu as compilé ces informations? Les femmes remarquent des choses chez les hommes, Michael. Nous parlons, nous observons, et nous remarquons certainement quand l'un des bons collègues semble malheureux. Il y avait quelque chose dans sa voix, un léger changement qui me fit la regarder plus attentivement. Je remarquai que son nom ne figurait pas sur la liste. J'ai pensé à m'inclure, dit Sarah, lisant mon expression. Mais dans les circonstances actuelles, j'ai pensé que la dernière chose que tu voudrais en ce moment, ce sont des complications professionnelles avec quelqu'un qui est aussi marié. Les mots restèrent suspendus dans l'air avec un poids inattendu. Sarah, Harold et toi avez aussi des problèmes? Elle marqua une pause, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Nous étions solides pendant 6 ans jusqu'à ce que je découvre sa liaison avec sa responsable de bureau il y a 3 mois. J'eus un pincement au cœur. Je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé. Ne le sois pas. Je gère. Sa voix était neutre, presque professionnelle. Au lieu de le confronter immédiatement, j'ai décidé de recueillir des preuves et de planifier mon approche stratégiquement.
Le restaurant parut soudain plus intime qu'approprié pour cette conversation. Je desserrai légèrement ma cravate et tentai de comprendre ce que Sarah me disait. Tu veux dire que tu te prépares au divorce? Je me prépare à ce qui me donnera le meilleur résultat. Harold gagne bien sa vie en tant que comptable principal chez Deloitte et il est sur la voie de devenir associé. Un scandale d'adultère salissant pourrait faire dérailler sa carrière, ce qui me donne un levier considérable. Je la fixai, frappé par son approche pragmatique de ce qui devait être une nouvelle dévastatrice. Le fait est, Michael, j'ai appris quelque chose d'important sur moi-même à travers ce processus. J'ai découvert que j'étais bien plus forte que je ne le pensais. Et j'ai aussi découvert que mon mariage n'était pas aussi solide que je le croyais. La liaison n'était que le symptôme, pas la maladie. Son honnêteté était à la fois admirable et troublante. Après des mois d'évasion et de mensonges de Jennifer, la franchise de Sarah était rafraîchissante. Mais j'étais aussi parfaitement conscient que nous avions une conversation très personnelle qui pourrait compliquer notre relation de travail. Cela a dû être incroyablement difficile à découvrir, dis-je prudemment. Oui, mais ça a aussi été clarifiant. Parfois, il faut une crise pour comprendre ce que l'on veut vraiment de la vie. Nous avons terminé le déjeuner avec une conversation plus légère sur des projets de travail et des collègues communs. Mais quelque chose avait changé entre nous. Il y avait maintenant une compréhension, une expérience partagée de la trahison qui créait un autre type de lien. De retour au bureau, j'eus plus de mal à me concentrer sur les feuilles de calcul et les prévisions de vente. Ma crise personnelle croisait ma vie professionnelle de manière que je n'avais pas anticipé. À 14h45 cet après-midi-là, mon téléphone portable sonna. Le nom de Jennifer apparut sur l'écran, et sachant qu'elle avait probablement reçu les documents de divorce, je décidai de prendre l'appel. « Qu'est-ce que tu veux, Jennifer ?» Pas de salutation, pas d'amabilité, juste les affaires. « Pourquoi ne puis-je pas entrer dans la maison ?» Sa voix était perçante d'agacement et de frustration. « C'est quoi ces papiers de divorce ? Et pourquoi mes cartes de crédit ne fonctionnent-elles pas ? Il y a une ordonnance restrictive ridicule qui dit que je ne peux pas m'approcher à moins de 500 pieds de ma propre maison. Tes cartes ne fonctionnent pas parce que l'une des premières choses à faire face à l'infidélité conjugale est de sécuriser les comptes financiers communs. Tu ne peux pas entrer dans la maison parce que tu n'y habites plus et je ne veux pas que tu sois là. Tu dois arrêter ces bêtises, Michael. Tu ne peux pas sérieusement vouloir perdre la moitié de tout ce que tu as pour une simple intimité récréative. C'est tout. C'était juste une libération physique sans composante émotionnelle. Il n'y avait pas d'amour impliqué. Je n'aime que toi. Son rejet nonchalant de moi d'adultère comme une simple intimité récréative me fit serrer le téléphone plus fort. Je ne le vois pas comme ça, Jennifer. Tu as commis l'adultère avec mon propre cousin dans notre maison, dans notre lit, et tu l'as documenté numériquement. C'est pourquoi je dépose la demande en invoquant l'adultère comme motif de divorce. Nous devons parler face à face ce soir. D'accord. Où et quand ? 20h à la maison. Absolument pas. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Et il y a une ordonnance restrictive légale qui l'interdit. Tu ne peux pas me garder hors de ma propre maison, Michael. Ce n'est pas ta maison, Jennifer. La maison m'appartient. Tu n'es pas sur l'acte de propriété. Mes parents me l'ont légué spécifiquement. Je te permettrai de récupérer tes affaires restantes, mais uniquement en présence d'un superviseur désigné par le tribunal pour t'assurer que tu ne prends rien auquel tu n'as pas droit. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Si ce n'est pas à la maison, alors où ? Demain soir à Bacchanalia, 18h. Nous pouvons avoir une table privée pour cette conversation. Je raccrochai et contactai immédiatement le bureau de Crawford. Elle a été signifiée, rapportai-je. Et elle veut me rencontrer demain soir pour discuter de la situation. Je vous déconseille fortement de la rencontrer sans représentation légale, dit Crawford. Tout ce que vous direz pourrait potentiellement être utilisé contre vous dans la procédure. Je serai bref et factuel. Je veux entendre ce qu'elle a à dire. Et je veux qu'elle comprenne la force de notre position. Rappelez-vous simplement, vous avez toutes les cartes en main ici. Vous avez des preuves vidéo d'adultère. Le domicile conjugal est uniquement à votre nom, et vous avez sécurisé vos actifs financiers comme il se doit. Ne la laissez pas vous manipuler pour accepter des compromis que vous regretteriez plus tard. Ce soir-là, je me suis retrouvé au Vortex à Little Five Points, un établissement local réputé pour ses hamburgers et son ambiance décontractée.
J'avais besoin d'un endroit complètement différent de mes habitudes. Un endroit où je pourrais réfléchir sans faire d'association avec mon mariage ou ma vie professionnelle. La barmaid, une femme nommée Karen, au sourire facile et à l'attitude assurée, me servit une bière et engagea une conversation amicale. « Vous avez l'air d'avoir quelque chose de lourd sur le cœur », observa-t-elle. Longue journée de travail. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison de Jennifer, je me suis retrouvé à vouloir parler à quelqu'un qui n'était ni professionnellement ni personnellement lié à ma situation. Je suis en plein divorce, ma femme avait une liaison avec mon cousin. L'expression de Karen se mua en une sincère sympathie. C'est dur. Une trahison familiale rend les choses 2 fois pires. Oui, eh bien, cela explique beaucoup de choses sur l'échec de notre mariage. Parfois, les gens vous montrent qui ils sont vraiment et il faut juste les croire, dit Karen avec philosophie. On dirait que vous avez de la chance de le découvrir maintenant plutôt que dans des années. Je passais l'heure suivante à siroter ma bière et à regarder à moitié un match des Hawks sur les écrans de télévision du bar. Les rythmes familiers du basketball et le faible murmure des conversations contribuèrent à calmer le chaos dans mon esprit. Quand je rentrai finalement chez moi, je me sentis légèrement mieux. Pas bien, mais fonctionnel. Le lendemain apporterait de nouveaux défis. La rencontre avec Jennifer et toutes les révélations ou manipulations qu'elle pourrait tenter. Le lendemain s'écoula dans un flou d'activités professionnelles routinières ponctuées d'anticipation. Je me suis retrouvé à consulter ma montre à plusieurs reprises, pleinement conscient. Du dîner-rencontre prévu avec Jennifer à 18h. Le Baccanelia à Westside était un restaurant haut de gamme réputé pour son atmosphère intime et sa discrétion. Exactement ce qu'il me fallait pour une conversation difficile. Je suis arrivé 10 minutes en avance et j'ai demandé une table dans un coin, à l'écart de la salle principale. Jennifer est apparue ponctuellement, magnifique dans une robe de cocktail noire et des talons qui coûtaient probablement plus que le salaire hebdomadaire de la plupart des gens. Dans des circonstances normales, la voir ainsi vêtue aurait éveillé en moi des sentiments incontrôlables. Ce soir. Savoir où elle était allée et ce qu'elle avait fait, cela ne faisait que me rendre triste pour ce que nous avions perdu. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi. Et quand le serveur s'est approché, Jennifer a commandé son habituelle cosmopolitane tout en me lançant un regard interrogateur. Des additions séparées, s'il vous plaît, ai-je dit au serveur, notant le coup d'agacement de Jennifer. Vraiment, Michael? Tu vas être mesquin pour une addition de dîner. Je vais être pragmatique sur tout à partir de maintenant. C'est toi qui as demandé cette rencontre, alors parle. Jennifer soupira dramatiquement. Tu réagis de manière excessive à toute cette situation. Nous n'avons pas besoin de divorcer. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Ce qui s'est passé avec Bradley ne signifie rien pour moi. Oui, j'ai eu une intimité avec lui, mais c'est tout. C'était juste une libération physique. La plupart du temps, je ne l'aime même pas en tant que personne. Il n'a jamais été une menace pour toi ou notre mariage. S'il compte si peu pour toi, pourquoi l'as-tu priorisé par rapport à moi pendant des mois? Je n'ai jamais fait ça. Vraiment? Pense aux 6 derniers mois, Jennifer. À quelle fréquence avons-nous eu des moments intimes? À quelle fréquence as-tu initié quoi que ce soit de physique entre nous? Maintenant, pense aux 3 dernières semaines spécifiquement. J'ai écouté tes excuses soir après soir alors que tu économisais apparemment ton énergie pour quelqu'un d'autre. Tu appelles ça n'aimer que moi. Son visage rougit légèrement. Ce n'a pas été si fréquent avec lui. Pendant 3 semaines, tu as évité tout contact physique avec moi. Et cette nuit-là, quand j'ai essayé de te réveiller pour un moment intime, tu as d'abord été réceptif jusqu'à ce que tu réalises que c'était moi. Oh, c'est toi. Tu te souviens d'avoir dit ça, Jennifer? Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur tes priorités. Je dis certaines choses à Bradley parce qu'il a des insécurités. Il a besoin d'être rassuré sur ses performances comparées aux tiennes. Je lui dis ce qu'il a besoin d'entendre. Cela ne reflète pas mes vrais sentiments. Il n'y a absolument rien qui ne va pas avec toi en tant qu'amant, Michael. Tu m'as toujours entièrement satisfaite. Alors pourquoi étais-tu avec lui tout court? Ce n'étaient pas des hommes au pluriel, Michael, juste Bradley. Et seulement occasionnellement quand j'étais stressé ou que j'avais besoin de variété. Un homme ou une douzaine d'hommes ayant des relations intimes avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint, c'est de l'adultère. La fréquence ne change rien à la trahison fondamentale. Jennifer se pencha en avant,
sa voix baissant pour prendre un ton plus intime. Réponds-moi à ça. Avant que tu ne vois cet enregistrement, ne dirais-tu pas que nous avions un mariage fondamentalement bon? Peut-être adéquat. Certainement pas excellent et apparemment bâti sur la tromperie. Sa façade soigneusement construite vacilla légèrement. Je voyais Bradley occasionnellement avant même que nous nous marions et cela n'a pas affecté le développement de notre relation à l'époque. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Tu couchais avec mon cousin avant notre mariage. Oui, mais c'était juste physique alors aussi. Et ça ne devrait pas importer maintenant. Alors pourquoi m'as-tu épousé en premier lieu? Parce que je t'aime, Michael. Je n'aime même pas tellement Bradley en tant que personne. Alors pourquoi continuer avec lui après notre mariage? Jennifer hésita et pour la première fois depuis que nous nous étions assis, elle parut réellement mal à l'aise, parce qu'il offre des expériences différentes, une variété de techniques et d'approches. Pourquoi ne pas y voir Bradley comme un complément à notre relation plutôt que comme une concurrence? Comme externaliser un aspect du mariage pour que le reste puisse être plus fort. Je commençais à me lever. Tu es délirante si tu penses que j'accepterai un tel arrangement. Tu ne pourras jamais prouver l'adultère devant un tribunal, dit-elle rapidement. Tu n'as aucune preuve réelle. Ce sera ta parole contre la mienne et je nierai tout. Mon avocat dit que sans preuve concrète, nous finirons avec une division des biens 50-50e standard. Quoi qu'il en soit. Je m'interrompis à mi-chemin de mots. Un mouvement pour me lever. Tu sembles oublier que j'ai cet enregistrement vidéo que toi et Bradley avez fait. Pour la première fois, Jennifer sourit, affichant une expression confiante, presque suffisante. Non, Michael, tu ne l'as pas. Je suis retourné à la maison et j'ai tout supprimé de notre système DVR. J'ai aussi trouvé et détruit ta clé USB de sauvegarde. Ce sera ta parole contre la mienne, et sans preuve, tu perdras. Nous finirons avec une division standard des biens et tu nous auras fait traverser ce cauchemar juridique pour rien. Je me suis rassis lentement, étudiant son visage. Elle croyait sincèrement m'avoir déjoué. Tu as supprimé le fichier vidéo de notre système DVR, complètement effacé, ainsi que toutes les copies de sauvegarde. Je m'y connais plus en technologie que tu ne le penses. Je me levai de nouveau et posai un billet de $20 sur la table. Merci pour le dîner, Jennifer, et merci pour cette information. Tandis que je me dirigeais vers la sortie du restaurant, j'entendis le cliquetis de talons au derrière moi. Jennifer me suivait, se déplaçant étonnamment vite dans ses chaussures coûteuses. Je dois récupérer mes vêtements restants et mes affaires personnelles à la maison, m'a-t-elle appelé. Sans me retourner, j'ai répondu, que ton avocat contacte le mien pour organiser un accès supervisé. Attends, Michael, ne sois pas déraisonnable à ce sujet, mais j'étais déjà à ma voiture, me sentant mieux que depuis le début de toute cette épreuve. Jennifer venait de confirmer qu'elle avait supprimé ce qu'elle pensait être la seule preuve numérique de son adultère. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais fait de multiples copies de la clé USB, l'une étant sécurisée dans mon nouveau coffre-fort et une autre dans le coffre-fort du bureau de Crawford. Le trajet de retour à la maison me donna le temps de savourer l'erreur tactique de Jennifer. Elle s'était tellement concentrée sur les preuves évidentes qu'elle avait oublié les copies que j'avais faites avant même qu'elle ne sache que l'enregistrement existait. Sa confiance d'avoir tout effacé rendrait la révélation éventuelle encore plus préjudiciable à sa position juridique. À la maison, je me suis versé un scotch et j'ai appelé CR. Crawford pour le tenir informé de la conversation de la soirée. Elle a en fait admis avoir détruit des preuves, demanda Crawford, visiblement satisfait. Et elle a confirmé que l'aventure avait commencé avant votre mariage. Ces deux choses-là. De plus, elle a décrit sa relation avec Bradley comme complétant notre mariage. Elle semblait tout à fait certaine d'avoir éliminé toute preuve d'adultère. Cela ne fait que s'améliorer de notre point de vue. L'infidélité prénuptiale établit un modèle de tromperie qui remet en question les fondations mêmes du contrat de mariage. Combiné aux preuves vidéo dont elle ignore que nous les possédons toujours, nous envisageons un règlement extrêmement favorable. Quelle est notre prochaine étape? Nous laissons son avocat poursuivre sa stratégie en se basant sur l'hypothèse qu'aucune preuve n'existe. Pendant ce temps, nous préparons notre dossier méthodiquement. Lorsque nous révélerons les preuves vidéo au tribunal, toute leur défense s'effondrera. J'ai passé cette soirée à organiser des documents et à élaborer des plans, me sentant plus maître de ma situation que je ne l'avais été depuis le début de cette crise. Pour la première fois, j'avais l'impression de gagner au lieu de simplement survivre. Le lendemain matin, je me suis réveillé rafraîchi et plein d'énergie.
Sarah était déjà à son bureau quand je suis arrivé, l'air particulièrement professionnel dans un blazer marine qui mettait en valeur ses cheveux au burn. « Comment s'est passée votre réunion du soir ?» demanda-t-elle avec un intérêt professionnel soigneusement maintenu. Très instructivement, Jennifer pense qu'elle a détruit toutes les preuves de son aventure. Les sourcils de Sarah se sont légèrement levés, mais elle ne l'a pas fait. Elle a supprimé le fichier original et détruit ce qu'elle croyait être ma seule copie de sauvegarde. Mais j'avais fait plusieurs copies avant même qu'elle ne sache que les preuves existaient. C'était une planification judicieuse de votre part. Parfois, la paranoïa porte ses fruits. Comment votre situation progresse-t-elle ? Sarah jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que nous n'étions pas écoutés. Harold ne sait toujours pas que je suis au courant pour Rebecca. Je continue à recueillir des preuves pendant que je planifie mon approche. Mon avocat pense que j'en ai assez pour un règlement très favorable. Au cours des semaines suivantes, nous avons tous deux été absorbés par nos préparations respectives au divorce. L'ironie n'a échappé à aucun de nous. Deux personnes confrontées à des conjoints infidèles, travaillant ensemble au quotidien tout en naviguant dans les complexités juridiques de la dissolution matrimoniale. Nos conversations du déjeuner sont devenues un exutoire régulier pour discuter de stratégie et de frustration. Sarah s'est avérée être une excellente interlocutrice, offrant des conseils pratiques basés sur ses propres recherches et l'expérience du divorce de son frère. La clé est la documentation, dit-elle un jour autour de salade au Pont City Market. Tout doit être enregistré, daté et sauvegardé à plusieurs endroits. Vous devriez être parajuriste au lieu d'assistante administrative. C'est peut-être ma prochaine étape professionnelle. Je reçois certainement une éducation en droit de la famille. 3 semaines après le début de nos préparations parallèles au divorce, Sarah est entrée dans mon bureau avec une expression préoccupée qui m'a immédiatement mis en alerte. Nous avons peut-être un problème, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Quel genre de problème ? Harold commence à poser des questions détaillées sur mon emploi du temps. Il a toujours été méticuleux pour suivre les dépenses et les activités, mais dernièrement, il est devenu presque obsessionnel quant à mes allées et venues. Les implications m'ont frappé immédiatement. Si Harold découvrait que Sarah était au courant de son aventure, il pourrait accélérer son propre calendrier ou devenir plus prudent quant à la dissimulation de ses traces. Pire encore, s'il soupçonnait Sarah d'avoir elle-même une liaison, cela pourrait compliquer sa position juridique. Quel genre de questions ? Pourquoi j'ai des pauses déjeuner plus longues ? Pourquoi mon kilométrage ne correspond pas à mes activités déclarées ? Il m'a même demandé d'expliquer les lacunes dans mon calendrier. En tant que comptable, il remarque des écarts que d'autres pourraient manquer. J'ai réfléchi aux implications. Pensez-vous qu'il vous soupçonne d'être au courant pour Rebecca ? Je ne suis pas sûr. Il se pourrait qu'il se sente coupable de son propre comportement et projette ses soupçons sur moi. Ou il se pourrait qu'il devienne réellement paranoïaque. Quel est le conseil de votre avocat ? Elle dit de maintenir mon approche actuelle jusqu'à ce que nous soyons prêts à déposer une demande. Les preuves que j'ai contre Harold sont solides, mais je dois faire attention à ne pas compromettre ma propre position. Nous avons convenu d'être plus prudents quant à nos déjeuners, en variant les lieux et les horaires pour éviter d'établir des habitudes qui pourraient attirer l'attention. Ce vendredi soir-là, Harold est parti pour un week-end de pêche avec des collègues de son cabinet comptable. Sarah a mentionné cela avec désinvolture lors de notre réunion de planification du jeudi, et je me suis demandé ce qu'elle ferait d'un week-end libre. Des projets pendant qu'Harold est absent ? Demandai-je. Probablement juste rattraper des choses à la maison. Peut-être rendre visite à ma sœur à Birmingham si je suis ambitieuse. Il y avait quelque chose dans son ton qui me laissait penser qu'elle pourrait être ouverte à d'autres suggestions, mais je ne pouvais pas me résoudre à franchir cette ligne. C'était mon employée. Elle était mariée et j'étais au milieu d'une procédure de divorce. Toute relation personnelle au-delà de l'amitié serait professionnellement inappropriée et juridiquement risquée. Mais je mentirais si je disais que l'idée ne m'avait pas effleuré l'esprit. Le lundi suivant, des nouvelles de Crawford ont tout accéléré. L'avocat de Jennifer avait demandé une conférence de règlement, espérant résoudre l'affaire sans les frais et la publicité d'un procès. Il propose 55 contre 45 en votre faveur, a rapporté Crawford. Étant donné qu'ils pensent que nous n'avons aucune preuve, c'est en fait une offre généreuse de leur point de vue. Quelle est votre recommandation ? Normalement, je dirais de l'envisager sérieusement. Les résultats des tribunaux peuvent être imprévisibles même avec des preuves solides. Mais dans ce cas, l'avocat de votre femme négocie sur de fausses hypothèses. Si nous révélons les preuves vidéo maintenant,
ils proposeront probablement des conditions bien plus favorables. Révélons-le. Je veux que Jennifer comprenne exactement à quel point elle s'est trompée. La réunion de règlement a été fixée au vendredi matin au bureau de Crawford. Jennifer est arrivée avec son avocat, Robert Chen, un homme élégant d'une quarantaine d'années spécialisé dans les affaires de divorce à fort enjeu. Jennifer avait l'air confiante, presque suffisante, alors que nous nous asseyions autour de la table de conférence de Crawford. Ma cliente est prête à être raisonnable, commença Chen. Nous comprenons que M. Thompson se sente blessé, mais les allégations sans preuve n'ont pas de poids au tribunal. Nous sommes prêts à offrir un partage 60/40 en faveur de M. Thompson en reconnaissance de sa détresse émotionnelle. Mais c'est notre offre finale. Crawford sourit légèrement. C'est intéressant. Votre cliente semble très confiante qu'aucune preuve n'existe pour étayer nos allégations d'adultère. C'est parce qu'aucune preuve de ce genre n'existe, interrompit Jenny. Faire. Michael est blessé et en colère, mais il ne peut pas prouver ses accusations. Je vois. Crawford fouilla dans sa mallette et en sortit une chemise cartonnée. Avant de poursuivre les discussions de règlement, il y a quelque chose que vous devriez examiner. Il ouvrit la chemise et en sortit plusieurs photographies 8x10, des images fixes capturées à partir de l'enregistrement vidéo. Le visage de Jennifer devint blême lorsqu'elle se reconnut, elle et Bradley, dans des positions compromettantes. Ceci provient d'un enregistrement vidéo que votre cliente et son amant ont réalisé dans la chambre conjugale, dit Crawford calmement. Nous avons le fichier numérique complet, bien sûr, mais ces images sélectionnées devraient suffire à établir l'allégation d'adultère. L'assurance de Chen s'évapora instantanément. Où avez-vous obtenu cela? Votre cliente a apparemment supprimé ce qu'elle croyait être la seule copie de cet enregistrement. Malheureusement pour elle, de multiples copies de sauvegarde avaient déjà été sécurisées. Jennifer parut sur le point de vomir. C'est impossible. J'ai tout effacé de notre système DVR et détruit le disque de sauvegarde du bureau de Michael. Vous avez détruit un disque de sauvegarde alors qui ne contenait rien de pertinent, dis-je, parlant pour la première fois depuis que nous nous étions assis. Les preuves réelles avaient été sécurisées à plusieurs endroits avant même que vous ne sachiez qu'elles existaient. Chen examinait rapidement les photographies, son expression devenant de plus en plus sombre à chaque image. J'ai besoin de temps pour consulter ma cliente en privé. Ils ont quitté la pièce pendant 20 minutes. À leur retour, toute la stratégie de Chen avait changé. Donné. Compte tenu de ces nouvelles preuves, mon client est prêt à accepter un partage 70/30 en faveur de M. Thompson. C'est un point de départ, a répondu Crawford. Mais étant donné la solidité de nos preuves, le schéma de tromperie prénuptiale et la tentative de destruction de preuves, nous visons un 75/25. C'est complètement déraisonnable. Votre cliente a commis l'adultère tout au long du mariage, a trompé son mari avant même le jour du mariage, et a tenté de détruire des preuves. Elle a de la chance que nous ne demandions pas un partage encore plus punitif. Après 3 heures de négociations houleuses, nous nous sommes entendus sur un 72/28 en ma faveur. Jennifer recevrait 28% de nos biens communs, plus ses effets personnels et sa voiture. Je garderai la maison, la majorité de nos investissements et tous les comptes de retraite. Alors que nous signions les papiers, Jennifer me regarda de l'autre côté de la table avec quelque chose qui aurait pu être un regret sincère. J'espère que tu comprendras un jour que je n'ai jamais voulu te faire de mal, Michael. Je pensais pouvoir gérer les deux relations sans affecter notre mariage. Non, Jennifer, tu pensais pouvoir mentir et tromper sans conséquence. Maintenant, tu apprends le contraire. Le règlement de divorce signé, j'ai senti que je pouvais enfin commencer sérieusement à reconstruire ma vie. L'incertitude juridique était terminée. Mon avenir financier était assuré, et je pouvais me concentrer sur l'avenir au lieu de simplement me défendre. Le divorce de Sarah et Harold s'est déroulé beaucoup plus facilement que le mien. Munie de preuves détaillées de son aventure et exploitant sa vulnérabilité concernant sa réputation professionnelle chez Deloitte, elle a négocié un règlement favorable sans le drame d'un procès. Harold a rendu les choses faciles, m'a-t-elle dit lors d'un déjeuner une semaine après la signature de ses papiers. Une fois que j'ai présenté les preuves et expliqué comment un scandale d'adultère pouvait affecter ses perspectives d'association, il a accepté tout ce que je demandais. Comment te sens-tu maintenant que c'est terminé? Soulagé, surtout, et optimiste à l'idée de prendre un nouveau départ. J'ai appris que je suis beaucoup plus forte et plus indépendante que je ne le pensais. 6 mois après la finalisation de nos 2 divorces,
Sarah a fait une annonce qui m'a surpris. On m'a proposé un poste chez Morrison Industries, a-t-elle dit, mentionnant le client avec lequel j'avais récemment travaillé à Chicago. C'est un poste administratif de haut niveau, en soutien à leur équipe de direction. C'est une promotion significative avec une augmentation de salaire substantielle. J'ai ressenti un mélange complexe de joie pour son opportunité et de déception à l'idée de perdre une collègue si précieuse. C'est merveilleux, Sarah. Tu le mérites. Il y a autre chose, a-t-elle poursuivi. Je voulais te demander si tu serais intéressé à dîner un jour, en ami. Je veux dire, deux personnes qui ont traversé des expériences similaires et qui pourraient apprécier la compagnie de l'autre. Je l'ai regardé attentivement, essayant de décrypter le sous-texte de son invitation. Tu me proposes un rendez-vous? Elle a souri. Je te demande si tu aimerais dîner avec quelqu'un qui comprend ce que tu as traversé, qui est de bonne compagnie, et qui te trouve attirant et intéressant. Que cela constitue un rendez-vous, c'est à toi de voir. L'honnêteté et la franchise qui avaient fait de Sarah une assistante si précieuse faisaient aussi d'elle une femme intrigante. Après des mois de tromperie et de manipulation de la part de Jennifer, l'approche directe de Sarah était rafraîchissante. J'aimerais beaucoup ça, ai-je dit. Notre premier dîner a eu lieu dans un petit restaurant italien de Virginia Island, choisi spécifiquement parce qu'il n'avait aucune association avec mon mariage avec Jennifer. Sarah portait une simple robe noire élégante sans être trop formelle, et nous avons passé la soirée à parler de tout sauf de nos expériences de divorce respectives. J'ai l'impression de te connaître pour la première fois, ai-je dit pendant le dessert. En travaillant ensemble tous les jours, j'ai vu ta compétence professionnelle, mais je ne connaissais pas vraiment ta personnalité. Pareil pour moi. Tu étais toujours amical et respectueux, mais très correct. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir ton sens de l'humour ou tes intérêts en dehors du travail. Au cours des mois suivants, nous sommes sortis plusieurs fois. Dîner, un match des Hawks, le High Museum, des activités normales qui semblaient remarquablement naturelles. Sarah était intelligente, drôle et d'une honnêteté rafraîchissante quant à ses pensées et ses sentiments. Là où Jennifer avait toujours été calculatrice et soucieuse de son image, Sarah semblait authentique et sans fard. 6 mois après notre premier dîner, j'ai réalisé que je tombais amoureux d'elle. Pas l'attachement désespéré et insécurisant que j'avais eu avec Jennifer, mais quelque chose de plus mature et enraciné. Je dois te dire quelque chose, ai-je dit un soir alors que nous marchions dans Piedmont Park. Mes sentiments pour toi ont largement dépassé l'amitié. Elle s'est arrêtée de marcher et s'est tournée vers moi. Je me demandais quand tu allais dire ça. Les miens aussi. Où cela nous mène-t-il? Je pense que cela nous laisse le soin de décider si nous voulons voir où cela nous mène. Je ne suis pas intéressé par les rencontres sans lendemain, Michael. J'ai appris que je veux quelque chose de réel et de substantiel, ou je préfère être seul. Moi aussi, je veux quelque chose de réel. Je veux construire quelque chose avec quelqu'un en qui j'ai une confiance totale. 1 an plus tard, j'ai demandé Sarah en mariage lors d'un week-end à Savannah. Nous dînions à la vieille maison rose quand j'ai sorti la bague que je portais sur moi depuis 2 semaines. Sarah Mitchell, ai-je dit, veux-tu m'épouser? Elle a regardé la bague, puis moi, et a commencé à rire. Qu'est-ce qui est si drôle? Ce n'est pas la demande en mariage. Elle est parfaite. C'est juste que si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans que j'épouserais mon ancien patron après que nous nous soyons tous les deux divorcés pour l'adultère de notre conjoint, j'aurais dit qu'il était fou. Et maintenant je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Elle a dit oui. Et nous avons planifié une petite cérémonie avec juste la famille et des amis proches. Nous avions tous les deux eu de grands mariages coûteux qui s'étaient mal terminés. Cette fois, nous voulions quelque chose de simple et de significatif. Sarah et moi nous sommes mariés un beau samedi d'octobre au Jardin botanique d'Atlanta. La cérémonie était tout ce que nos premiers mariages n'avaient pas été. Honnête, joyeuse et remplie de gens qui soutenaient sincèrement notre relation. Mon cousin Bradley n'a pas assisté. Évidemment, après la révélation de sa liaison avec Jennifer et les procédures légales qui s'en sont suivies, la plupart de notre famille élargie s'était éloignée de lui. Ce n'était pas seulement l'adultère. C'était la trahison de la confiance familiale qui rendait ses actions impardonnables. Jennifer ne s'est pas remariée immédiatement après notre divorce, cependant. J'ai appris par des contacts professionnels communs qu'elle avait eu plusieurs relations qui n'avaient pas duré longtemps. Apparemment, une fois que l'on a établi un schéma de malhonnêteté et d'infidélité, il est difficile de bâtir la confiance avec de nouveaux partenaires.
Bradley a déménagé à Tampa environ un an après l'éclatement du scandale du divorce. J'ai entendu dire qu'il avait lancé une nouvelle entreprise là-bas, mais je ne suis pas sa vie de près. Tant qu'il reste loin de ma famille et de ma vie, nous n'aurons aucun problème. Sarah et moi avons construit une belle vie ensemble à Atlanta. Elle a excellé dans son nouveau poste chez Morrison Industries, étant finalement promue directrice des opérations exécutives. J'ai continué à réussir dans les ventes, me voyant finalement offrir le poste de Richard lorsqu'il a pris sa retraite. Nous voyageons ensemble. Nous nous soutenons mutuellement dans nos objectifs, et nous avons bâti le genre de partenariat basé sur la confiance et le respect mutuel que je n'ai jamais eu avec Jennifer. Nous communiquons honnêtement sur les problèmes au lieu de laisser les rancœurs s'envenimer. 3 ans après notre mariage, j'ai croisé Jennifer lors d'une conférence professionnelle en centre-ville. Elle avait l'air bien mais fatiguée, plus âgée que son âge. Nous avons eu une brève et polie conversation qui a confirmé que nous avions tous deux complètement tourné la page. « J'espère que tu es heureux, Michael », a-t-elle dit en nous séparant. « Je le suis », ai-je répondu honnêtement. « J'espère que tu le es aussi. » Je le pensais sincèrement. La trahison de Jennifer avait été dévastatrice à l'époque, mais elle m'avait aussi libéré d'un mariage bâti sur la tromperie et m'avait mené à quelqu'un de bien mieux adapté pour être mon partenaire. La vie a une façon de s'arranger même quand tout semble s'effondrer. Parfois, il faut juste faire confiance au processus et se concentrer sur les bons choix, un jour à la fois. Merci de votre écoute. À la prochaine. Si vous avez aimé, abonnez-vous à JKT La Story pour plus de récits.